Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est la deuxième conférence que notre club organise, que le GVA Business Club organise. Le thème, vous le connaissez déjà, puisque c'est la prise de parole en public et en visio. La conférence durera 1 heure et on va prendre les questions avant de commencer, si j'ai bien compris. Donc voilà, si Voilà. vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à y penser, mais je pense que notre conférencier va introduire le sujet. Voilà. À un moment donné, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on fera une photo d'écran. C'est Andreas qui nous donnera le bon moment. Ceux qui n'ont pas envie d'être sur la photo, bah, ils désactivent leur caméra. De toute façon, il faut savoir que par rapport au nom, Romain va enlever le nom de tous les participants comme il l'avait fait la dernière fois. Donc, il vous avertira. Enfin, Andrea nous donnera la parole, Romain prendra le lead et organisera ça. Voilà, donc nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette conférence. Et voilà, maintenant nous allons donner la parole à Monsieur Andreas Venturas. Très bien, merci Bruno Studer et Romain Malandre pour votre invitation. Je vois qu'on a peut-être une question juste avant de commencer. Je vois déjà une main qui se lève, c'est la main de Pakizé. Est-ce qu'on veut peut-être commencer par cette question? En fait, c'était par rapport aux photos. Pourquoi vous avez besoin de prendre des photos? Alors en fait, on prend des photos pour ensuite les mettre sur nos réseaux sociaux pour montrer qu'on est actif et voilà, pour attirer plus de monde dans notre club, voilà, principalement. Mais si vous ne voulez pas apparaître sur la photo, il n'y a aucun souci. Vous pouvez désactiver la caméra à ce moment-là et voilà. Donc l'utilisation de la photo, c'est pour la publier sur Oui. Facebook, LinkedIn, c'est ça. Ah, Ouais. Très bien. Alors, soyez à tous les bienvenus pour ce moment de prise de parole en public, un peu particulier, parce qu'il se fait maintenant la plupart du temps en visio. Alors, le but de cette conférence, ça va être de donner quelques astuces pour le visio, pour le rendre le plus agréable possible. On se rend compte que même si ça fait maintenant malheureusement plus d'1 an qu'on vit dans cette pandémie, il y a toujours certaines pratiques qui ne sont pas en place et je pense qu'elles peuvent aider. Et puis après, de façon plus générale, on parlera de prise de parole en public. Alors, avant de commencer, on va voilà, commencer avec une petite manipulation toute simple, mais elle a tendance à faciliter le visio. Donc, vous avez plusieurs possibilités sur votre plateforme Zoom pour regarder. La plupart du temps, donc c'est ce bouton qui se trouve en haut à droite. Si vous cliquez tout en haut à droite, vous pouvez avoir intervenant, galerie. Alors, lorsque vous parlez face caméra, souvent, ce qui est recommandé, c'est de mettre l'affichage galerie. C'est l'affichage dont Romain parlait tout à l'heure, où vous voyez cette grande mosaïque avec plein de petites cases. Donc ça, c'est bien parce que lorsque vous parlez, vous ne vous voyez pas en grand écran. C'est assez perturbant en fait, de parler à d'autres personnes et de se voir en même temps. Donc vraiment, une des premières choses que vous pouvez faire si vous êtes en train de parler, c'est de mettre ce mode galerie parce que vous avez, même si la moitié des caméras est affichée, vous avez quand même certains visages qui sont présents et puis ça vous donne quand même une impression de qui écoute, qui s'ennuie, qui peut-être a la main qui se lève pour poser une question. Donc, le mode galerie pour parler, finalement, il est très bien en visio. Ensuite, la deuxième chose, Romain vient de le dire, c'est de couper le son lorsque vous vous exprimez. Et puis, il y a un autre point qui est un petit peu moins courant et qui facilite beaucoup. Vous pouvez, en haut à droite, afficher le mode intervenant. Donc, si vous cliquez sur le bouton intervenant, ça va vraiment être la personne qui parle qui va s'afficher en grand sur votre écran. Alors, ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est que lorsque la personne parle, et puis si une autre personne parle, l'image va beaucoup changer. Va changer simplement d'interlocuteur. Moi, ce que je recommande, c'est que vous veniez simplement sur mon image, Andreas Venturas, vous voyez, c'est la main qui s'agite. Vous pouvez tous venir avec votre curseur dans mon image. Vous avez 3 petits points, et sur ces 3 petits points, vous cliquez et vous avez épinglé. C'est la troisième option. Et en fait, ça va simplement vous mettre, si vous demandez aux participants de faire ça, et c'est la première chose que je vous propose de faire, cliquez sur mon image, les 3 petits points, épinglez, et puis vous allez voir, l'image normalement devrait venir en grand sur votre écran. Et pour pouvoir suivre une personne pendant 30 minutes, 40 minutes, c'est forcément un petit peu plus agréable que si l'image est toute petite. Alors, est-ce que c'est le cas
pour tout le monde? Est-ce que vous avez trouvé la fonction? Est-ce que vous avez pu mettre l'image en grand pour vous? Oui, je vois que pour certains, pour Florence, c'est en ordre. Est-ce que pour les autres, vous avez trouvé la fonction? Je vois que pour Yvan aussi, Christophe, ça a l'air d'être bon. Très bien. Alors, ça, c'est peut-être une des premières recommandations que l'on fait. Je vais me présenter brièvement. Donc, déjà, un grand merci à Bruno Studer et puis Romain Lalande pour leur invitation aujourd'hui pour essayer de créer un peu du lien, de garder du lien dans cette période si particulière et puis voilà, de faire des événements originaux pour pouvoir créer le contact ou garder le contact. Moi, personnellement, je m'occupe d'une école d'improvisation théâtrale qui se trouve à Genève, ça s'appelle Stand Impro. Donc, on donne des cours de théâtre, d'improvisation. Il y a d'ailleurs une participante qui est parmi vous ce soir. Et puis, à côté de ça, je m'occupe de formation en entreprise. Parler en public, c'est une des formations que je donne maintenant depuis 10 ans, plus de 10 ans. Mais il y a aussi des formations sur le feedback, sur le management, sur la vente, la négociation, où on fait des coachings. Donc voilà, Stand Impro, c'est autant une école de théâtre qu'un centre de formation pour entreprises. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et puis je vais un peu aborder cette problématique de la prise de parole en public. Alors, avant de commencer, moi, je vous propose de vous laisser la parole. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'invitation ce soir? Parler en public, parler en visio, vous vous êtes connecté. Pourquoi est-ce que vous vous êtes connecté? Est-ce qu'il y a un point en particulier que vous êtes venu chercher, une question? Est-ce que c'est par simple curiosité? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de stressé à l'idée de parler en public? Est-ce qu'au contraire, vous aimez ça? Est-ce qu'il y a peut-être certaines questions? On va commencer par ces questions. Je vais les prendre au vol et puis je vais tenter de les intégrer au fur et à mesure de ma présentation pour que ce soit plus interactif et plus intéressant pour vous. Est-ce que quelqu'un aurait envie de commencer avec peut-être la première question, première remarque, prise de parole en public ou visio? Allez. Alors, Florence, oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, j'ai l'habitude de travailler avec Zoom encore plus depuis un an. Et je suis toujours curieuse pour autant d'en apprendre, de continuer à apprendre, parce que je pense qu'on s'enrichit tous les uns des autres. Et effectivement, tout ce qui est technologie, je ne suis pas forcément très à l'aise. À plus forte raison parce que j'ai eu 2 AVC et on va dire que tout ce qui est coordination, tout ça, entre la machine, entre tout, ça peut parfois être compliqué. Donc, je suis toujours très curieuse d'avoir des renseignements supplémentaires, pourquoi pas, des attitudes, des choses comme ça. En tout cas, moi, personnellement, j'adore communiquer en Zoom avec mes associés, mes partenaires, mes clients. Je trouve que c'est un formidable outil depuis un an qui, en tout cas, permet de continuer à vraiment faire progresser mon entreprise. Je n'ai pas spécialement de questions, je suis surtout curieuse. D'accord. Et par curiosité, votre entreprise, vous êtes dans quel domaine? Alors, je suis dans le domaine du mieux vivre au naturel, d'accompagner les gens à vivre mieux dans leur corps et puis pourquoi pas aussi financièrement. Ah oui, bah, si on peut allier les deux, tant mieux. Donc oui, Zoom, ça reste un très bon outil, hein, vous dites. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Zoom? Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre par simple curiosité, qu'est-ce que Zoom peut... Oui, puis j'avais envie de vous connaître aussi, voilà. C'est à ça que sert le Geneva Business Club, hein, rencontrer un maximum de personnes avec les talents de chacun. Très bien, merci beaucoup Florence. Alors effectivement, peut-être un des premiers points, puis je vais déjà traiter une partie c'est un outil qui reste très intéressant, qui reste fantastique. Je trouve qu'il est quand même souvent assez utilisé à moitié. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, des participants, des personnes qu'on va rencontrer, l'idée de Zoom, c'est qu'il suffit de s'asseoir sur sa chaise, d'allumer son ordinateur et puis on est connecté au reste du monde. Et puis on se rend compte que peut-être c'est pas si agréable ou que ça se passe pas forcément si bien.
ou que les gens, il y a un certain ras-le-bol après un certain temps. Le premier point, aussi c'est parce que vous parlez de cet ABC, c'est l'idée de pause. Les personnes n'ont pas la capacité à se concentrer plus de 45 minutes. Donc actuellement, on donne des formations sur Zoom, on a des conférences, on a des sessions de travail. Et vraiment, aujourd'hui, la LAMA est un peu en train de statuer sur ce point-là. Tout ce qui est formation visio, il y a vraiment une rythmique qui commence à être légalisée, et en tout cas que nous, on recommande depuis un moment, c'est de ne pas dépasser les 45 minutes. Vous rencontrez un client, des personnes, peu importe, toutes ces personnes sont aussi fatiguées que vous, et la concentration, le besoin en concentration sur Zoom n'est pas le même qu'en présentiel. Si vous proposez, voire vous imposez 45 minutes de session, les yeux, les oreilles vont devoir suivre un certain rythme, et ensuite vous proposez 15 minutes de pause, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, qui souvent est à 17h, si on passe la journée sur Zoom, plus tard ça devient compliqué, les participants, tout le monde vous dira merci. Donc n'hésitez pas à proposer une rythmique qui ne dépasse pas les 45 minutes. Ça c'est vraiment peut-être une des premières choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? Oui, je vois Bruno, oui. Oui, alors, moi j'ai l'habitude de parler en public, mais je pense qu'on peut tous s'améliorer par rapport à la vitesse, par rapport à la prononciation, comment éveiller l'intérêt des auditeurs de la manière possible. Enfin voilà, il y a certainement des trucs, des conseils à recevoir, et c'est pour ça que j'ai voulu organiser ça personnellement. Oui. Alors, est-ce qu'en public, est-ce qu'en Zoom, il n'y a pas des façons de capter l'intérêt un peu plus que… voilà. En ce qui me concerne, c'est plus en Oui. public qu'en Zoom, mais c'est toujours utile aussi d'avoir des conseils par rapport à Zoom. Ouais, très bien. Eh ben, on va prendre ce point aussi un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points qui vous intéressent particulièrement? On a entendu Bruno, on a entendu Florence. Moi, Oui. Pardon. Pakizé. Ouais. Moi, j'ai aucun problème à parler en public quand il faut parler spontanément. Mais quand on me demande de préparer un sujet et le lendemain le présenter, j'ai l'impression que je suis prise par le stress et dans ma tête, tout se mélange, les sujets, je peux être répétitive, enfin, il y a tout qui se mélange. Comme si j'avais perdu la raison, le but exact de ma présentation. Mais sinon, de m'exprimer, ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt dans la tête, les tiroirs qui se mélangent. D'accord. Alors, est-ce que c'est mieux de parler spontanément face à son public? Est-ce que c'est mieux de préparer le discours? Ça, c'est une des questions, une des problématiques qui revient souvent, très souvent, en prise de parole en public. Et puis, de façon plus générale, le stress induit. Ça va bien, mais les tiroirs se mélangent un petit peu. Donc, je propose qu'on prenne un petit peu de temps aussi pour comprendre le stress, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça a comme impact, pourquoi est-ce que tout d'un coup, des idées toutes simples, ces tiroirs dans ma tête qui sont bien rangés, deviennent un petit peu confus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? Oui, je vois Yvan qui a une question. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir aussi, particulièrement pour la prise de parole en public, quand on organise des réunions, est-ce qu'il faut avoir comment maintenir l'intérêt d'une réunion selon le nombre de personnes, de pouvoir garder les gens captifs? Est-ce qu'il y a un certain ordre à respecter dans les sujets que l'on présente? Est-ce que de façon à éviter une certaine monotonie pendant la réunion et de pouvoir garder les gens éveillés et surtout présents par rapport au sujet que l'on aborde? Oui, alors, oui, question un petit peu similaire à celle de Bruno, hein, comment garder l'intérêt, comment garder les gens captivés, comment arriver vraiment à susciter ces conférences où on sort de ces conférences, à un moment on dit « Waouh, c'était génial » et je vais m'en rappeler. Et puis j'imagine que vous avez suivi aussi beaucoup de conférences dont vous ne vous rappelez même plus y avoir été, vous ne vous rappelez plus de qui a parlé, vous ne vous rappelez plus quels étaient les sujets, ce qui malheureusement représente la grande majorité du temps. Donc, on va prendre tout ça aussi dans les techniques de présentation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir pendant. Ça se veut interactif, cette conférence, donc vous êtes les bienvenus à intervenir. Je vais traiter tous ces points-là.
tous ces points que vous m'avez adressés pendant l'heure qu'on va partager ensemble. Et puis, peut-être pour commencer, on va parler un petit peu de visio avant de partir sur la prise de parole en public. Alors, un des premiers points, peut-être que vous constatez par vos propres yeux, voilà, c'est de donner un peu cette impression, en fait, d'être un peu un présentateur télévision lorsque vous parlez en visio. Philippe Jeanneret, que peut-être vous avez vu présenter le journal télévision, il va devoir avoir un petit peu la même attitude que l'attitude qu'on recherche. Et puis, ma foi, pour ça, on va devoir commencer avec la technique. Et du point de vue technique, le premier point auquel vous pouvez penser, c'est la lumière. Souvent, la lumière est sous-exploitée, sous-utilisée. Donc, quand on parle lumière, concrètement, il vous faut un éclairage qui soit assez fort et assez puissant. Donc, si vous rajoutez des petites lampes de chevet, ça ne va malheureusement pas suffire. Ce qui est recommandé fortement en visio, c'est de prendre des lumières. Ça, c'est ce qu'on appelle les lumières de youtubeurs. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 30-40 francs sur Internet. Vous en mettez 2 comme ceci, et pas une en face de vous, parce que vous allez avoir extrêmement mal aux yeux. Mais en fait, du point de vue lumière, vous avez une image qui est éclairée versus une image qui est sombre. Et pour les personnes en face, au niveau du rendu, ça change déjà beaucoup de choses. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur Zoom maintenant, mais moi, je constate énormément que les gens ne le font tout simplement pas. Donc, prendre un petit peu le temps de réaménager l'espace, de mettre 2 lumières croisées, ça va déjà énormément changer. Un autre point auquel vous pouvez penser, c'est en fait pourquoi cette lumière est importante, parce qu'elle vous rend aussi indépendant de la lumière du jour. Si tout d'un coup, maintenant, il y a le soleil de Nanda que Bruno m'a envoyé, qui vient de façon très très forte réfléchir sur le mur là derrière, un soleil valaisan bien éclatant, et ben vous allez avoir un blanc qui va en fait être très visible, et puis moi je vais devenir sombre. Donc l'idée, c'est aussi par rapport à la lumière du jour de devenir indépendant. Il fait jour, il fait nuit, il y a des nuages, peu importe. On passe un petit peu sur des attitudes de tournage studio, tout simplement. J'arrive à me rendre indépendant de cette lumière grâce à ces 2 projecteurs. Voilà, tout simplement. Donc, rideau ouvert, rideau fermé, on verra bien comment ça se passe. Mais l'idée générale étant la suivante, c'est qu'en fait, vraiment, vous devenez les yeux et les oreilles de vos interlocuteurs. Donc, sur Zoom, il va falloir pouvoir leur donner la meilleure expérience possible. Et la meilleure expérience possible, essayez d'avoir un petit peu Romain Jean, Philippe Jeanneret à l'écran quand ils nous présentent les infos. C'est un petit peu ce type de rendu qu'on va essayer de chercher. On n'a évidemment pas le même matériel, mais c'est un peu ça qu'on va devoir aller chercher. Autre point, c'est ce que je vous propose actuellement, c'est une recommandation, c'est pas obligé. Présentez debout. Le fait d'être debout vous donnera plus d'énergie. Les idées sont plus claires, le fait de ne pas être assis, vous allez voir tout de suite qu'en termes d'énergie, il y a quelque chose qui vient grandir un petit peu, et ce plus d'énergie pour le transmettre en face, ma foi, c'est toujours très 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 bienvenu. Donc ça, c'est vraiment spécifique au visio. En prise de parole en public, face à un grand public, on le fait naturellement, mais en visio, on n'y pense pas forcément. Ensuite, l'autre point, du point de vue de la caméra, c'est vraiment de la mettre au niveau des yeux. Donc, la plupart du temps, les gens s'assoient sur leur ordinateur, ouvrent l'ordinateur, on a une vue plongeante qui donne accès à 2 narines ou certains contours de visage qui ne sont pas forcément à l'avantage des personnes. Vraiment, mettre la caméra à la hauteur des yeux, c'est important. Ça donne un autre relief. Et si vous pouvez même mettre un petit peu de distance et puis faire ce qu'on appelle un plan américain, où vous donnez accès à vos 2 bras, vous redonnez un petit peu accès en fait au body language, au langage du corps. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous sentez, toutes ces manifestations du corps par rapport au sujet qu'on incarne, si on apprécie un peu ou beaucoup, etc., qui va se perdre si vous avez que l'oral. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'on peut faire confiance à une personne, qu'on peut commencer à créer du lien, qu'on peut mieux s'entendre. Et en fait, le visuel est extrêmement important. On le sait, en prise de parole en public, ça a un impact phénoménal. En fait, si votre message va être apprécié ou pas apprécié. Et en fait, le simple fait que vous puissiez redonner d'un point de vue visuel, en visio, accès au corps de façon agréable,
du point de vue de la confiance, de l'interaction, de pouvoir connecter vraiment avec la personne qui se trouve face à vous, ça va énormément changer. Donc, essayez vraiment de redonner, pas forcément tout le corps, mais en tout cas jusqu'à la taille, mettre la caméra au niveau de la taille, au niveau de la tête, et puis tous ces signaux qui sont envoyés par votre bras gauche, par votre bras droit, que vous ne contrôlez pas forcément, qui sont compris de façon inconsciente par le public, ma foi, ça aide énormément. Donc voilà, tout ça, c'est dans une optique, rendre l'expérience agréable pour les personnes qui se trouvent face à vous. Est-ce que jusque-là, ça vous donne un petit peu des clés ou des idées sur… effectivement, hein, j'imagine peut-être certaines… c'est un monde un peu idéal hein, que je vous décris, mais dans la mesure du possible, ça change passablement. Je vois Florence qui hoche un peu la tête. Est-ce que ça vous parle? Il y a des pratiques que vous imagineriez mettre assez facilement en place ou peut-être Oui, que vous avez déjà j'aime vu? bien l'esprit debout. Oui, debout, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on est à son… voilà, j'ai plutôt tendance à les faire assises. Et donc, c'est une super idée. Oui, et puis après, il y a une histoire d'alternance. Hein. Vous regardez un présentateur, journal, télévision, par moment ils sont assis, par moment ils sont debout. Donc voilà, c'est un équilibre aussi à trouver. Ça permet de capter, de garder les gens captifs aussi, parce que du coup, il y a un changement de position, un changement de ton, de situation qui fait que justement, ça aide, Yvan poser la question, ça aide à remotiver les troupes. Et puis peut-être dernier conseil, si vous avez un micro-casque, je pense que c'est l'idéal. Vous avez une audition parfaite, vous avez la possibilité de vous faire entendre de façon parfaite. Si vous avez au moins les écouteurs comme j'ai aujourd'hui, vous ne faites pas d'effort pour entendre les personnes qui vous parlent. Et voilà, c'est plus de confort et de nouveau, ça change passablement le rendu. Andreas? Voilà. Oui. Oui, donc de parler en étant debout, ça je trouve vraiment très bien parce que je l'utilise aussi comme technique pour apprendre certaines choses, pour revoir certaines choses parce qu'on est effectivement beaucoup plus éveillé. Maintenant, juste pour le visuel, est-ce que vous avez une technique à nous donner? Enfin, encore une fois, j'ai l'habitude de parler en public, mais peut-être il y a une belle technique, une bonne technique en passant de gauche à droite ou alors fixer 2-3 personnes dans la salle. Je sais pas, il y a peut-être un conseil à donner. Oui, alors le premier conseil, c'est que si vous voulez être le plus incisif possible, le plus proche de votre public, c'est de regarder l'œil de la webcam, de l'ordinateur, ce qui est assez contre-intuitif. Et si vous voulez vraiment vous adresser à eux, ce que j'essaie de faire maintenant, eh bien, je regarde un point noir, ce n'est pas du tout familier, ce n'est pas du tout encourageant. Et pourtant, c'est ce que font tous les présentateurs chaque soir quand ils nous présentent les nouvelles. Ils regardent un point lumineux bien précis et puis plus ils vont être directs avec ce point-là, alors que l'image est en dessous, plus les personnes en face vont se sentir interpellées. Donc ça, c'est au niveau du regard. Maintenant, une chose qui peut… Attends, oui, donc je parlais de la prise de parole en public plutôt. Ah, d'accord. Alors, et la question était au niveau de l'attitude? Au niveau du visuel, pour bien capter l'attention, est-ce qu'il faut passer de gauche à droite? Il y a une technique particulière à nous donner? Alors, oui, il y a une bonne grande technique. Technique. Je dirais que le plus important, c'est d'être conscient que le corps, on parlait de corps et de body language et de gestuelle tout à l'heure, votre corps raconte tout ce que vous êtes en train de vivre. Donc concrètement, si vous venez sur scène et vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de le vivre, votre corps va le raconter d'une certaine façon. C'est pour ça que vous voyez certains orateurs qui viennent sur scène et qui vont vous dire voilà, je suis content d'être là. Et puis, ne vous regarde pas, regarde en bas, se gratte d'inconfort. Donc, même si le message est vrai, même si je suis content d'être là, le corps raconte autre chose. Et forcément, il va y avoir un peu une dissonance entre le message visuel et ce qui est dit. À ce moment-là, le public décroche. Il y a en fait une incongruence qu'on appelle en prise de parole en public. Donc, je dirais que le premier point, c'est de vous sentir bien. De vous sentir bien, de vous sentir ouvert, de vous sentir en énergie.
Ça, peut-être par rapport au visio. Le visio a une forme de présentation où l'orateur est précis, mais pas forcément très ouvert. Lorsque vous êtes en public, face à un grand public, l'idée, c'est que vous êtes vous-même, mais vous êtes vous-même avec plus d'énergie. Tout est amplifié, tout est plus grand, tout est plus, prend plus de place. Et un des conseils que je vous recommande, c'est de vous échauffer. Si vous avez la possibilité d'aller un petit peu dans les coulisses, bouger, faire des mouvements, si vous êtes le plus ouvert possible, cet état de détente, vous allez potentiellement pouvoir le retrouver. Et plus vous allez pouvoir vivre, dire les choses, mais aussi les vivre face à votre public, plus vous serez en fait performant. Ce qui est assez paradoxal dans la prise de parole en public, c'est plus vous êtes détendu et vous êtes bien et vous arrivez à vous exprimer pleinement, plus ça sera captivant pour le public. Et ce n'est pas forcément l'attitude qu'on demande aux personnes au quotidien. Hein. En cours, en 2 réunions, on est un peu stressé et c'est normal d'être dans cette attitude. Et puis paradoxalement, quelqu'un, tac, 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 vient sur scène, s'exprime. Si elle est bien détendue, souriante, on a l'impression qu'elle revient de vacances et qu'elle va ouvrir son corps le plus possible, eh bien, cette personne sera extrêmement impactante et convaincante. Donc, il y a une attitude. Il y a une attitude. Moi, c'est ce que j'appelle le moi public. Ça reste vous, mais ça reste vous c'est une forme d'énergie, une forme de détente, une forme de connexion, de partage, où avec le public, vous allez être simplement vous-même, amplifié, puissance 10, puissance, peut-être ça suffit. Et puis, cette personne-là, c'est la personne la plus impactante. Après, on n'est pas tous égaux, évidemment, dans cet exercice, mais de toute façon, on fait avec le matériau qu'on a, c'est-à-dire nous-mêmes. Et voilà, il y a déjà, je dirais, un peu une espèce de préparation mentale à avoir. Elle est tant au niveau du corps, je vais m'ouvrir, je vais me chauffer, au niveau physique qu'au niveau mental. C'est important de commencer à penser positivement. Pensez positivement votre présentation. Pensez positivement votre public. Forcément, hein, j'ai fait du one-man show pendant plusieurs années et je suis arrivé sur scène, vous savez, vous tirez le rideau et puis vous êtes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et au premier rang, devant vous, à 2 mètres, il y a quelqu'un qui tire une tronche, pas possible, qui n'a pas envie d'être là. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça vous donne. La personne ne sourit pas. La personne n'a pas l'air intéressée par ce que vous dites. À aucun moment, si c'est une réunion de travail, si c'est le Geneva Business Club, si c'est peu importe, vous avez le droit de penser que ces personnes s'ennuient, qu'elles ne sont pas intéressées, qu'elles sont stupides, bref, de penser négativement. Ces personnes face à vous sont extraordinaires. Elles ne sont pas encore captivées. Mais si vous commencez vraiment à penser négativement, ça va se voir sur votre visage. Vous allez créer un effet de ping-pong et en fait, jusqu'à la dernière seconde de votre présentation, toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui sont connectées sont extraordinaires. Et ça, je dirais que ça fait déjà partie de la préparation mentale. Ça, vous commencez à le... On est rarement aussi positif, hein, Florence, vous me direz si c'est le cas, mais vous qui êtes un petit peu dans le domaine, les gens sont rarement aussi positifs toute la journée. On essaye de l'être le plus possible. Mais là, je pense qu'il y a un conditionnement qu'on peut commencer à faire déjà avant d'avoir parlé. 5 minutes avant d'avoir parlé, penser positivement, ça va déjà énormément changer les choses. Donc ça, c'est un point de vue, ça je dirais que c'est du point de vue de l'attitude, préparation physique, préparation mentale. Maintenant, pour répondre à la question d'Yvan, pour répondre à la question de Bruno, il y a une chose qui intéresse le plus les gens au monde. Et ça, c'est universel. Entre la Chine, les États-Unis et même Haute-Nanda, il y a une chose qui particulièrement intéresse les gens. Cette chose, c'est quoi? Qui va se lancer? L'histoire de l'orateur? L'histoire de l'orateur. Oui, l'histoire de l'orateur, on est clairement parti. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. C'est juste.
eux-mêmes. Ah, qui a dit ça? C'était Véronique, non? Si? Oui, c'est ça, pardon, j'ai un problème avec mon micro. Véronique. D'accord. En tout cas, on vous a entendu. Merci, Véronique. Et oui, vous avez parfaitement raison. La chose qui intéresse le plus les gens au monde, c'est eux-mêmes. Et si je vous dis ça, pourquoi? Essayez de créer un lien entre votre sujet, le sujet donc que vous voulez traiter, et ce que vivent les gens au quotidien. Qui y sont? Florence s'intéresse donc, si j'ai bien compris, vous avez une petite entreprise dans le coaching et bien-être, c'est juste? Non, c'est pas du coup, non. C'est un accompagnement par un concept de santé cellulaire. Alors, ça peut être un coaching sur, pourquoi pas, oui. Moi, je l'appelle pas comme ça parce que je n'aime pas trop le terme. Je trouve qu'on en utilise un peu trop partout actuellement. Oui. Voilà. Mais c'est effectivement accompagner les gens qui le souhaitent à un mieux vivre Oui. naturellement. Alors, si j'essaye un minimum d'intéresser Florence, ce que je vais devoir faire, c'est entre qui elle est, ce qu'elle fait, son métier, c'est quoi les occasions qu'elle a de parler en public? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe bien? Elle aime faire ça? Est-ce qu'elle est curieuse? Et plus je vais trouver le lien qui existe entre Florence ou n'importe qui ici, vous qui êtes là, votre quotidien, la prise de parole en public, plus ça va intéresser le public. Et en fait, c'est vraiment cet angle qui est indispensable à trouver. Ça, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu en amont. C'était la question de Paquisé. Est-ce que je présente de façon spontanée ou est-ce que je me prépare? Et il y a un peu une balance entre les deux. Dans la façon de parler, plus vous allez donner cette impression de parler spontané et fluide, mieux ça va se passer. Plus vous allez lire un texte et plus ça va être compliqué pour votre public à vous suivre. Par contre, ce n'est pas parce que vous parlez de façon spontanée que votre contenu n'a pas été préparé. Et dans la préparation du discours, le fait en fait de se dire mais qui sont ces gens aujourd'hui? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est quoi leur quotidien? C'est quoi leur problématique? C'est encore plus efficace. Leurs rêves, leurs souhaits, où est-ce qu'ils aimeraient avancer? Si j'arrive un peu à avoir ces informations et créer un lien avec la prise de parole publique, oui, les gens vont vous écouter. Et évidemment, ça va permettre en fait de calibrer au niveau de l'écriture. Donc ça répond déjà en principe à une grande partie des questions. Hein. Souvent, des orateurs commencent, ne s'intéressent pas forcément aux personnes qui sont là. Aujourd'hui, concrètement, on m'a aussi posé la question par rapport au stress. Concrètement, comment ça se passait? Il faut savoir que le stress, c'est quand même c'est la troisième peur qui existe, hein, après les maladies et la peur de mourir. Donc souvent, parler en public, c'est quelque chose qui angoisse les gens un peu plus que ça. Au niveau du stress, peut-être ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Le stress est une hormone. Concrètement, il y a des moments où vous vous sentez bien, il y a des moments où vous allez vous sentir stressé. Du point de vue des manifestations physiologiques, vous allez transpirer, avoir le cœur qui bat un peu plus vite. Il y a énormément de symptômes, dont parlait Paquisé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des idées un peu confuses. Du point de vue hormonal, ce qui est en train de se passer dans votre corps, c'est qu'il y a une perception de danger. Les gens me regardent, les gens se font une opinion de moi, ou alors l'événement qui est en train de se produire n'est pas 100% contrôlé, et ce simple état de fait suffit en fait à gérer du stress. Il y a cette perception de danger. Le danger est là, concrètement, c'est un signal qui est envoyé depuis ce qu'on appelle notre cerveau reptilien sur notre glande surrénale, et la glande surrénale va nous imprégner de cortisol. Le cortisol a tendance à nous rétrécir. Donc, une des premières choses qu'on peut faire pour ce stress, ou plutôt contre ce stress, c'est s'ouvrir. Toutes les personnes en fait, qui sont en confiance, qui ont réussi quelque chose, en général, sont grandes, ouvertes. Et plus vous êtes ouvert, plus vous allez faire confiance à la personne. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des conférences qui ont démontré que, je pense notamment à Amy Cuddy, en recherche appliquée à Harvard, ce qui est sorti, c'est que l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire que vous pouvez mentir à votre corps. Une personne
qui va courir sur 100 mètres, elle gagne, elle va faire « Yes, j'ai gagné ». Et il y a des recherches qui ont été faites. On vous dira qu'une personne aveugle, qui n'a jamais vu quelqu'un autour d'elle, si à un moment elle est contente, elle est en confiance, elle a réussi quelque chose, elle va s'ouvrir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vu quelqu'un faire ça qu'on va le faire. Oui, bien sûr, on le fait par observation, mais on le fait aussi parce qu'il y a quelque chose de naturel dans le corps, du point de vue hormonal, qui se produit lorsqu'on est bien, concrètement. Et en fait, vous pouvez en fait mentir à votre propre corps. Ça, c'est ce qui est intéressant du point de vue du stress, le fait de s'ouvrir, le fait de se dire oui, ça a marché, oui, mon public est intéressé, oui, mon public est captivé, le fait de le penser très fort, votre corps va le faire. En 2 minutes, d'un point de vue biologique et hormonal, le taux de stress, donc, qui est mesuré par le cortisol, est en train de descendre. Donc en fait, on a la possibilité, de par notre attitude corporelle, à modifier nous-mêmes notre taux hormonal par des attitudes où ça marche, je suis bien, je suis content, des attitudes positives. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je dirais peut-être un des points, un des points pour la préparation, ça va être, OK, captiver l'intérêt de mon public. Quel est le lien qui existe entre mon sujet et ces personnes au quotidien? Le public va se poser aussi une autre question en vous écoutant. En fait, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes crédible et légitime à parler de ce sujet? Je pourrais aussi parler de développement cellulaire, en tout cas essayer. Je pense que Florence va vite faire la grimace et se dire il ne comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte implicitement, cette question? Ou qu'est-ce que vous diriez? C'est une question que vous me posez là? Que je pose à tout le monde. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que je constate que vous êtes un peu la plus interactive, donc je m'appuie un petit peu sur vous. Bon, vous ne voulez pas Florence, hein, j'espère. Non, mais je veux dire, c'est une question de confiance en soi. Alors, oui, la confiance en soi. Oui, la confiance en soi en fait partie, effectivement. C'est bien d'être en confiance, mais est-ce que tout le monde peut parler de tous les sujets en public? Certainement pas. C'est une préparation déjà. Et voilà, c'est une préparation, je pense. Histoire de préparation, et histoire aussi de qui vous êtes et de ce que vous faites. Donc voilà, j'en vois certains ici qui sont dans l'immobilier. Je peux aussi parler d'immobilier. Mais voilà, je m'occupe d'une école d'improvisation théâtrale et d'un centre de formation pour entreprises. Assez rapidement, en début de présentation, vous allez vous dire « Bon, Andreas, vous êtes bien gentil, mais on vous écoute par politesse, mais dans le fond, on n'a pas forcément envie de vous écouter. » Ce principe, il vient d'Aristote. Aristote parlait dans son traité de la rhétorique de l'éthos de l'orateur. L'éthos de l'orateur, en fait, c'est la bonne personne pour parler du bon sujet. Et en fait, ce que vous faites au quotidien, votre titre, votre reconnaissance sociale, si vous êtes, si vous êtes directeur d'une structure immobilière et que vous allez parler d'immobilier, c'est bien le moment de le mentionner rapidement. C'est souvent pour ça qu'on affiche un titre dans ces présentations. Ça vous donne la légitimité. Ce n'est pas pour autant que ça vous donne la crédibilité. Dans la crédibilité, qu'est-ce que votre public va avoir besoin pour vous écouter et vous dire ça a l'air d'être la bonne personne, le bon interlocuteur? Qu'est-ce que un politicien qui va parler, n'importe qui finalement, qu'est-ce que vous posez comme question par rapport à cette personne? Des réalisations ou peut-être des illustrations? Oui, alors les réalisations, donc les expériences concrètes, ce que vous avez fait, c'est bien d'en parler, de ne pas forcément en parler trop longtemps, mais à un moment de dire, voilà, c'est ce qu'on a fait et ça marche, et en fait, c'est bien de venir partager ces points-là. Tout ce qui est partage d'expériences, expérience réussie, ça va vous donner en fait la crédibilité. Et maintenant, si vous voulez aller le plus loin possible,
le sujet intéresse les gens. On a la bonne personne pour parler du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'à terme, les gens vont se rappeler de vous ou pas? Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. De créer un lien de confiance et d'avoir en fait de pouvoir lui apporter des choses en disant en fait je recherche ça parce que j'ai des connaissances là-dessus. Enfin en fait pas l'amadouer mais à avoir que cette personne-là se dise en fait ce gars-là il a des connaissances, il me semble proche et en plus de ça je lui donne quand même un peu de confiance et un peu de crédibilité. Oui. Un peu de confiance, un peu de crédibilité. Et cette confiance, vous à titre personnel, c'est qui les personnes qui assez rapidement pourraient vous donner confiance? Vous avez besoin de quoi? On peut pas, bon, on n'est pas obligé de parler de moi, mais non, mais la confiance, moi je vends rien en fait, si vous voulez. Moi, je fais de la gestion de patrimoine, donc peu importe. Mais évidemment, il y aura une étiquette, il y aura quel est mon vécu, quelle confiance on peut avoir en tel ou tel établissement. Et évidemment, en fait, par contre, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un lien proche de la personne avec qui on est. Tout dépend de la personne. Quel âge a-t-elle? Que fait-elle? Briser cette glace et pouvoir en fait avoir une connexion avec cette personne. Il est évident que si je vais chez quelqu'un de 80 ans avec une casquette et une boucle d'oreille, ça va pas passer. Par contre, si je vais dans un milieu très branché, à la limite, ils trouveront ça très cool. Donc en fait, il faut qu'il y ait une sorte de mimétisme, d'une confiance, oui, une sorte de mimétisme. Oui, vous avez parfaitement raison dans tout ce que vous dites. Vous avez parlé de partager un vécu. Alors, s'adapter évidemment aux personnes, leur milieu, leur âge, etc. Oui, c'est une chose. Mais finalement, je dirais que le Graal de la prise de parole en public, c'est l'émotion. Est-ce que vous arrivez à susciter une émotion? Il n'y a pas de confiance interpersonnelle si à un moment donné, il n'y a pas eu une émotion qui a été créée, qui a été vécue. Et ça peut être par le partage, ça peut être parce que vous partagez des valeurs qui sont communes. Donc ça, c'est quelque chose en politique qui se fait beaucoup. Pourquoi est-ce que les politiciens mettent leur discours en avant sur les valeurs? Elles espèrent toucher évidemment un électorat et donc toucher une corde sensible, une corde émotionnelle. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. C'est une corde émotionnelle. On n'en peut plus. Qui, au demeurant, est beaucoup plus efficace quand on a bien réfléchi et on pense que la meilleure chose à faire, c'est de construire l'avenir de cette façon. Donc, tout ce qui va toucher la fibre émotionnelle va créer du lien, vous parlez de connexion avec la personne. Et en fait, ma foi, cet orateur, même s'il a 1000 personnes devant lui, l'exercice est d'autant plus contre-intuitif, c'est qu'il va devoir essayer de créer une espèce de proximité avec son public. Alors, il y a un peu plusieurs façons d'y arriver. Bruno demandait tout à l'heure s'il y a des techniques concrètes. Alors, dans les techniques concrètes qui permettent d'aller chercher le Graal dans la prise de parole en public, c'est-à-dire la connexion, un des points qu'on vient d'évoquer, c'est les valeurs. Les valeurs auxquelles vous croyez, ce que vous voulez défendre, vos convictions, pourquoi vous êtes engagé, vous faites déjà basculer entre l'éthos et le pathos. Pathos, c'était vraiment la zone d'émotion pour Aristote. Aristote vous disait, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de prise de parole en public et le discours n'aura pas d'impact. Donc là, on a rien, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé, on est 4 siècles avant Jésus-Christ. Une personne qui parle sans ses convictions aura toujours l'air moins compétente, donnera moins confiance que si elle s'exprime pleinement et clairement sur ce en quoi elle croit. Donc on a souvent tendance, et c'est notamment le cas en Suisse, à se brimer sur nos convictions. Même si vous êtes qu'un employé lambda dans une société, on peut afficher ses convictions et ça fait une différence.
En général, c'est plus de l'autocensure que de la censure qui vient de l'extérieur. Maintenant, concrètement, sur l'émotion, un des outils qui s'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Raconter une histoire ou partager une expérience. Peut-être que vous avez déjà vu certains orateurs qui parlent d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes et à quoi ça sert? Est-ce que vous êtes un petit peu familier avec cette notion de storytelling et comment l'utiliser? Pour moi, c'est fondamental Oui, par rapport à ce que je fais. Et effectivement, ce que les gens vont retenir au final, c'est l'émotion qu'ils auront ressentie dans une conférence, ça va tout jouer. Parce qu'ils vont se rappeler de cette émotion-là, soit en la rencontre de la personne, soit ce qu'elle leur a dit, ce qu'elle leur a touché comme corde. Et l'histoire personnelle, pour moi, est importante, oui. et alors, c'est une des façons d'y arriver. On dit en principe, si vous avez une histoire personnelle, vécue, qui a un lien avec votre sujet de base, vous parlez d'immobilier, vous parlez de gestion de patrimoine, vous parlez d'accompagnement à la personne, quel que soit votre sujet, il y a forcément une histoire que vous avez vécue à titre personnel, qui a été forte, qui a été marquante, qui potentiellement peut parler à tout le monde. Si vous êtes passionné par la construction de Notre-Dame avec des allumettes, on va vous inviter un mercredi soir à un dîner de camp. C'est très, très, très spécifique comme passion. C'est une passion. Hein. François Pignon était passionné par la construction des allumettes. Ça lui a valu une invitation le mercredi. Par contre, si votre émotion, elle concerne tout le monde, c'est une émotion, c'est quelque chose, un vécu dans lequel les gens se retrouvent. Forcément, ils vont vous écouter, pas en écoutant votre histoire, mais en se projetant eux-mêmes. D'où le fait que, quelle est l'émotion que vous êtes en train de raconter? Et est-ce que dans votre histoire, il y a un noyau universel qui va parler au plus grand nombre, pour des raisons peut-être très différentes? Et là, je vais vous faire un exemple. Ce n'était pas prévu, mais c'est venu comme ça. Une formation qu'on donne, c'est sur le feedback. Énormément donné cette formation sur le feedback, ces choses qui se font en entreprise, et puis pourtant, avec le temps, on se rend compte à quel point c'est compliqué. J'ai fait cette formation pendant 5 ans, ça s'est très bien passé, puis au bout de 5 ans, je deviens le spécialiste de la formation, et puis il y a une personne à qui j'ai toujours eu de la peine à dire les choses, c'est mon papa. Je me dis, c'est super, tu tournes en Suisse, en Europe, tu es reconnu dans le domaine, et puis à ton papa, Andreas, il y a des choses essentielles que tu n'as jamais réussi à lui dire. Alors, prends ton courage à deux mains, appelle-le pour boire un café, on a une relation qui marche bien, mais 2-3 petites choses dans les tiroirs qui sont pas toujours réglées. Et puis c'est ce que j'ai fait. Une fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, viens, on va aller boire un café. On s'est assis, et dans la formation, un des premiers points, avant de tirer un boulet rouge sur la personne qui se trouve face à vous, dites-lui vraiment ce que vous pensez de positif de cette personne. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'elle fait de bien au quotidien? En quoi vous l'appréciez, soit factuellement, soit d'un point de vue humain, enfin peu importe. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Peut-être qu'à mon père, je lui ai toujours dit des choses. Peut-être que j'ai toujours commencé à lui tirer dessus, à boulet rouge. Et là, je lui ai dit, écoute, papa, la première chose à laquelle je pense, et que j'ai envie de te dire, j'ai 40 ans, tu as été un super papa. Tu t'es super bien occupé de nous, on est la prunelle de tes yeux, ma sœur, moi, et pour ça, j'ai envie de te dire merci. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un petit, j'arrive à lui transmettre énormément de choses, et pour beaucoup, eh ben, ça vient de toi. Donc pour ça, merci. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Et puis, après, voilà, j'avais plein de petites choses. Je me suis dit, je vais en dire une. Formation sur le feedback, c'est le même principe. Si vous avez un point d'amélioration, ça c'est en entreprise, mais que ce soit à votre épouse, à votre conjoint, à vos enfants, vos parents, c'est les mêmes principes.
Si vous avez un point d'amélioration à dire, dites-en un à la fin. Les gens n'ont pas la capacité à se remettre énormément en cause sur plus de points que ça. Et je lui ai dit, voilà, papa, t'es grec, et je trouve dommage que tu ne nous aies pas transmis la langue. Voilà, je voulais simplement te le dire. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours resté un petit peu voilà, dans un tiroir, un peu bloqué. Après 40 ans, c'est la première fois que j'ai entendu « Mon fils, tu as raison, je suis désolé ». Ça a l'air tellement simple. Donc voilà, moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai vraiment eu comme discussion avec mon papa. Et, voilà, c'était un moment très, très émouvant au passage. À la fin, on s'est pris dans les bras. Et ça, voilà. Si je vous raconte cette histoire, elle est vraie, elle est authentique, ça m'est vraiment arrivé. Et avec cette simple histoire, j'essaie de vous faire passer un message. Commencez à valoriser la personne qui se trouve face à vous avant d'aller sur des points d'amélioration ou des reproches ou quoi que ce soit. Ça, je le fais à titre professionnel, je le fais à titre personnel. Est-ce que vous avez l'impression que quand je vous parle de feedback, j'ai l'air un peu plus crédible qu'il y a 5 minutes? Je vois Yvan qui rit beaucoup, oui. Bono. Alors, par rapport à la transmission d'une émotion, je trouve ça très très bien. Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que c'est bien, par exemple, de laisser résonner un mot dans le cœur, dans les têtes de ceux qui nous écoutent? C'est-à-dire de faire des petites pauses de temps en temps? Est-ce qu'il y a une technique particulière par rapport à ça? Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est par rapport à un public très jeune, enfin jeune, entre 15 et 25 ans. Est-ce que les techniques sont différentes? Donc, Cédric Malandre a parlé de mimétisme. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils à nous donner? Alors, effectivement, en général, quand on parle en public, on a tendance à parler un peu trop et pas prendre le temps des pauses. Le temps des pauses permet d'ancrer les messages. Si vous dites la capitale de la Suisse, c'est Haute-Nanda, 3 secondes, vous avez validé votre message. À la fin de la conférence, tout le monde vous dira à l'étranger que la Suisse, la capitale, c'est Haute-Nanda. Donc, il y a vraiment une idée d'ancrer le message. Et si, Bruno, vous parliez d'émotion, si vous les laissez vivre et résonner l'émotion, la plupart du temps, c'est dans le silence. C'est une fois qu'elle a été amenée. Il y a 1, 2, 3 secondes. Et en général, on ne s'autorise pas à respirer, on ne s'autorise pas ce silence. Et pourtant, c'est là où toute la différence va être faite. Puis par rapport à un public plus jeune, ouais, par rapport à un public plus jeune, je dirais que c'est toujours, c'est plus la. Voilà, ils sont jeunes, ça reste des humains. Il faut simplement trouver leur centre d'intérêt. C'est clair qu'entre 15 et 25 ans, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt qu'entre 50 et 70. On n'a pas forcément la même façon de communiquer. On n'est pas forcément un père, enfin, on n'est pas un autre jeune. Donc, ils vont nous écouter avec notre casquette. Si on a la quarantaine, si on a la cinquantaine, la soixantaine, ils nous écouteront avec ce regard. Ça ne sert à rien d'essayer de se persuader qu'on a 25 ans. Et oui, je pense qu'être dans le partage, même si on n'a pas tout à fait les mêmes codes de langage, même si on n'a pas tout à fait les mêmes capacités de concentration, parce qu'on fonctionne à un rythme biologiquement qui est un petit peu différent. Voilà, je pense que dans leur vécu, il y a des choses, voilà, il y a tout. Encore, je pense que cette même histoire, si on est enfant, si on est parent, si on est grand-parent, ou en fonction de ce qu'on a vécu, l'histoire que je viens de vous raconter, vous pouvez l'entendre avec plein de casquettes différentes. Et pour les jeunes, ça reste vraiment la même histoire. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps, enfin vous l'avez compris, pour moi, la prise de parole en public, c'est une passion. À l'origine, je travaillais dans une banque et puis un jour, j'ai décidé de lâcher ma mallette et puis de monter sur scène pour faire un one-man show. C'est une petite parenthèse de vie qui était censée durer quelques mois. J'ai écrit crise grecque et salade grecque à l'époque. On était en pleine débâcle financière avec l'Europe et puis c'est là où tout a commencé. Ça fait 9 ans maintenant.
C'est une parenthèse qui ne s'est jamais refermée, puisque ça, Stand Impro a vu le jour, une école d'improvisation théâtrale, et puis cette formation qui existe maintenant depuis bientôt 10 ans. Donc voilà, c'est une passion, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est extrêmement intéressant de pouvoir faire cette formation. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai l'occasion de faire ça. Certaines personnes viennent, sont stressées. C'est intéressant de pouvoir décortiquer un petit peu les mécanismes du stress, comment ça fonctionne, de pouvoir reproposer un reconditionnement, en fait, concrètement, de pouvoir revivre une expérience positive pendant la formation. Il y a plusieurs points. Il y a le stress, et puis je dirais que, en tout cas, dans cette formation ou dans la prise de parole en public, souvent, on parle de technique. Souvent, on est axé sur ces points-là. Et je constate qu'il y a… Les gens viennent avec certaines questions, trouvent des réponses à ces questions, mais vont surtout trouver autre chose. Et principalement, c'est qui ils sont dans le regard de l'autre. Cette expérience, je l'ai fait en montant sur scène. Moi-même, je me suis filmé, refilmé, encore filmé avant de monter sur scène. J'avais l'impression d'avoir une image très claire de ce qui était donné vis-à-vis du public. Et puis j'ai travaillé sur des silences, sur de la gestuelle, sur la puissance de voix, sur l'ouverture du corps. Donc ça, je dirais que c'est une première étape. Et puis, j'arrive à un résultat où je me dis, allez, c'est présentable, allons-y. Et puis, je crois que le point le plus intéressant, ça a été que sur à peu près 3000 entrées, j'ai jamais eu 2 fois le même retour sur la même pièce. Et qu'en fait, ce que les gens aiment, n'aiment pas, pourquoi ils apprécient pas, ce qui les a marqués, quand vous prenez vraiment le temps du feedback, le temps d'aller comprendre des retours, de ce que les gens ont perçu, c'est une énorme natation. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 2 personnes qui sont semblables. Et en fait, parler en public, on se dit souvent que c'est des techniques. Et moi, je dirais que oui, bien sûr, c'est des techniques. Bien sûr, c'est de la gestion du stress. Mais dans un premier temps, c'est réussir, ou plutôt dans un deuxième, on va dire, c'est réussir à comprendre ce que vos interlocuteurs ont vraiment apprécié et pourquoi. Et là, je pense que la scène est très intéressante. C'est aussi pour ça qu'on utilise des outils comme la psychologie comportementale. C'est de profiler un petit peu les personnes, de profiler les canaux de communication, les besoins en communication, et de pouvoir adapter sa communication à d'autres types de personnes en faisant des choses ou en allant sur certains registres sur lesquels on n'irait pas de nous-mêmes. Un exemple, d'aller extrêmement d'être très fort en émotion, ça peut déranger certaines personnes. Certaines personnes, du coup, ne vont jamais le faire, mais elles se rendent compte qu'en face, lorsqu'elles sont un peu plus dans l'émotion, ma foi, le message est perçu de façon radicalement différente, voire il est très apprécié. Donc de nouveau, pouvoir s'envisager soi-même dans le regard de l'autre, c'est peut-être la plus belle chose à découvrir sur la prise de parole en public. Andreas, est-ce que c'est possible d'obtenir un petit résumé des points les plus importants de ce soir ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Tout est sur le site et j'ai une page où tout est condensé. Peut-être sur ethos, pathos et logos, dans le fond, ça synthétise bien la prise de parole en public. Donc, je vous envoie ça avec grand plaisir. D'accord, très volontiers. Puis est-ce qu'on fait la photo maintenant ou un peu plus tard? On peut faire la photo maintenant. Donc, si vous ne voulez pas apparaître. Juste, j'avais encore une question, si j'ose. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des fonds virtuels pour, des fonds virtuels? Oui. Oui. Comme vous avez, vous, en ce moment ou non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pardon. Non, alors, ça dépend. Ça dépend. Le plus important, évidemment, c'est l'éclairage devant. Donc, à partir du moment où le visage est bien éclairé, où le corps est éclairé, on dirait que c'est le point primordial. Après, si vous êtes effectivement chez vous, que vous n'avez pas d'alternative parce que l'espace est extrêmement exigu et qu'il ne donne pas forcément envie, oui. Mettez un fond virtuel. Après, il y a cet aspect un peu hologramme, où ça découpe un petit peu le corps et puis c'est pas très… ouais. Alors, si vous pouvez privilégier, par exemple, moi ce que je fais, sur un rebord de cheminée en formation, je mets toujours des livres. Voilà, j'aménage un tout petit peu, il y a une plante, il y a des livres, et ça rend, on va dire, le fond d'écran accessible, sympathique, ça crédibilise un minimum l'orateur.
Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et si vraiment vous êtes dans un espace trop exigu, c'est le cas pour certaines personnes en appartement, prenez la chose dans tous les sens, ça ne va pas mieux, mettez un hologramme. Ouais, d'accord. Merci. Je vous en prie. OK. Alors, on va faire la photo. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez éteindre votre caméra. Si vous souhaitez apparaître, vous pouvez allumer votre caméra. Donc, alors, attention. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, Andreas, si vous voulez prendre d'autres questions ou est-ce qu'on Il y a encore termine? d'autres points? C'est tout bon. Alors oui, je parle volontiers un peu plus, il y a d'autres points. En tout cas, je partage volontiers déjà un lien sur notre site, sur la prise de parole en public. J'ai écrit plusieurs articles, je peux en mettre un ici dans la chambre, où vous l'envoyez, Bruno. Oui, Et par puis, WhatsApp, c'est mieux. Oui, par WhatsApp, je vous envoie un article. Volontiers. Oui, faisons comme ça. Et voilà, il y a des articles, si la formation vous intéresse, évidemment, vous pouvez nous contacter directement. En tout cas, voilà. Peut-être avant de conclure, est-ce que d'autres questions? D'autres questions? Pas plus. Alors, moi, j'ai encore une dernière. Qu'est-ce que vous pensez des cours qu'on arrive à partager le groupe en deux? C'est des choses qui sont faciles à faire, compliquées? Pour un Alors, cours de si on prise de donne une parole ou un cours en formation, général? donne une formation justement dans une entreprise Oui, et on aimerait que ça soit un peu plus dynamique. oui. Donc, de partager le groupe en deux et les personnes travaillent ensemble et puis l'autre groupe travaille ensemble. Oui. C'est quoi comme formation? C'est sur la nutrition. Donc, Oui. on donne des cours dans les entreprises par rapport à la prévention nutritionnelle. Oui. Bah, en général, le fait de partager les groupes, ou en tout cas de créer des groupes dans les outils pédagogiques de formateurs, ça fait partie, on va dire, du kit. Ouais. C'est une forte recommandation. C'est bien de ne pas faire ça pendant 3 jours de suite, de mettre Non. 3 groupes différents pendant 3 jours. Mais par moment, si les gens peuvent travailler en petits groupes, les groupes sont séparés, ils vont pouvoir s'exprimer un peu plus, partager un peu plus. Donc ça, oui, c'est très recommandé. C'est pas trop chaotique, en fait, à animer ce genre de choses? Je dirais à partir du moment où les personnes sont engagées, c'est-à-dire on a réussi à susciter leur intérêt, leur adhésion, où elles savent où elles vont, il y a aussi une consigne qui est claire. Et puis en tant que formateur, on a la possibilité de tourner entre les groupes pour voir si tout se passe bien. Exactement. C'est bien, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est formateur qu'il faut parler du début à la fin, surtout pas. Ouais. C'est pas la meilleure transmission possible. Donc effectivement, à un moment donné, quand il y a cette notion de transfert, il y a pas mal d'éléments en nutrition qui ont été transférés et puis qu'on veut les appliquer ou inviter les participants à réfléchir par eux-mêmes. Le fait de partager en petits groupes est extrêmement bienvenu. Ouais. Merci Marie, beaucoup, en tout cas. Marie, je peux dire quelque chose. J'ai récemment participé à un cours où le formateur nous a créé des salles dans le programme Zoom et ça s'est vraiment bien passé au cas où. C'est presque mieux de faire des petits moments où on est en groupe parce qu'on doit tout le long et on doit toute la journée écouter le prof. Des fois, c'est un peu long. Mais du coup, ils ont fait combien de salles? Vous étiez combien? Notre groupe, on était à 3 salles. Mais vous étiez combien en tout? Je pense une douzaine ou 15, enfin 12, 15 personnes. D'accord, merci. Merci pour l'expérience, partage. Je t'en prie. Voilà, merci pour la question. Écoutez, moi je vous mets déjà, pour ceux que ça intéresse, le lien dans le chat. Donc, vous avez juste ici, dans notre conversation, des vidéos, des témoignages, des articles qui sont sur la prise de parole en public. Alors, tac. Message en direct. Mathias, c'est pas Mathias que je vois.
Voilà. Pardon. Voilà, vous avez un lien en tout cas ici où vous trouvez déjà passablement d'articles, de témoignages vidéo et autres. Moi, j'ai envie de dire un grand merci à Bruno pour son invitation. Un grand merci également à Romain pour la création de l'événement. Et puis peut-être que Bruno, je vais vous laisser, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais vous laisser conclure. Je n'ai pas grand-chose à dire, hein. Romain, tu peux aussi t'exprimer, mais en tout cas, merci infiniment d'avoir animé cette séance qui était vraiment très intéressante pour ma part, je trouve. Et je ne sais pas, Romain, tu as encore quelque chose à dire? Non, bah, encore une fois, merci. Et puis oui, c'était des très bons conseils. Je pense qu'on peut tous appliquer ça. Bon, va falloir que j'investisse dans une lumière de YouTuber. Je pense que ça peut être pas mal, même pour la photo. Donc, pourquoi pas? Mais oui, c'était des très bons conseils. Et moi, j'ai beaucoup retenu l'histoire, hein, comme quoi on voit que c'est vraiment quelque chose qui marque. De tout ce que vous avez dit, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué et que je vais certainement me souvenir le plus, en fait. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les histoires, ça nous marque et c'est ça dont on se souvient. Et moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'émotion. L'émotion à susciter dans le public. On essaie tout le temps de le faire, mais ce n'est pas évident. Puis justement, le fait de faire des pauses, c'est quelque chose que je vais essayer de retenir à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, hein. Je ne sais pas si on veut applaudir, mais moi, je le fais. Merci beaucoup. Et bonne continuation, belle soirée, Andreas, et peut-être il y aura d'autres occasions à l'avenir pour animer des séances. Avec grand plaisir pour se retrouver peut-être en présentiel dans un navire pas si lointain. Oui, le JVA Business Club est de nature à durer, j'espère, et on aura certainement l'occasion de se rencontrer à nouveau. Eh bien, ce sera avec grand plaisir, avec vous tous. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Je suis dans le train. Merci.